Salut la machine, j'espère que tu es au top. Première vidéo d'une série sur l'activité physique, l'entraînement et le dopage. 5e vidéo de la série santé au collège, l'activité physique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité physique? On a 3 sortes d'activités physiques. Les exercices physiques du quotidien, c'est-à-dire bouger dans la vie de tous les jours, le ménage, le jardinage, les courses, les escaliers, bref, pas rester assis devant sa télé. La pratique sportive, c'est l'activité physique spécialisée et bien organisée, avec des règles de fonctionnement, etc. Et l'activité de loisir, faire du vélo, se balader, jouer avec un ballon. Dans tous les cas, l'activité physique, c'est bouger et se dépenser. Alors que se passe-t-il dans notre corps quand on bouge? Eh bien, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Votre cœur fait boum, 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 plus vite, et vous faites plus vite. Bref, votre cœur bat plus vite, votre respiration se fait plus vite. Et ça, on peut facilement l'enregistrer. Pour le rythme cardiaque, par exemple, on peut prendre son pouls. Alors, on ne va pas le prendre avec le pouce, on va le prendre plutôt avec 2 doigts. On cherche au niveau du poignet une artère qui va vibrer à chaque fois que le cœur va se contracter et envoyer du sang. Et on va pouvoir sentir la vibration de l'artère. Chaque vibration correspond à une contraction du cœur. Et on va pouvoir compter. Alors, on peut prendre le pouls au niveau du poignet. C'est pas forcément évident. On peut le prendre au niveau du cou. En appuyant, on va chercher l'artère. Et si vraiment on n'y arrive pas, aujourd'hui, il existe des applications très pratiques pour mesurer le rythme cardiaque. Alors, comment une application permet d'enregistrer un rythme cardiaque? Tout simplement parce qu'il y a ici un capteur avec une lumière pulsée rouge qui va enregistrer les variations de couleur dans les vaisseaux. On va donc pouvoir enregistrer le rythme cardiaque car chaque arrivée de sang va correspondre à une pulsation. Alors, le capteur se lance. Il enregistre les contractions, vous voyez, qui sont plutôt régulières. Et à la fin de la mesure, il va déterminer le rythme cardiaque. Ma fille va maintenant faire des flexions et on va mesurer son rythme après effort. Vous voyez ici, le rythme cardiaque s'est accéléré, elle a fait des squats et on a ici, après 30 secondes de squat, un rythme de 119 battements par minute. Alors, pour mesurer les pulsations cardiaques et éventuellement ce qu'on appelle la pression artérielle, c'est-à-dire la force qu'exerce le sang sur les vaisseaux, les médecins utilisent ce qu'on appelle un sphygmanomètre. C'est compliqué à dire, vous n'avez pas à le retenir, mais vous l'avez tous déjà expérimenté. Donc c'est branché sur le bras, il y a un petit capteur dans l'appareil qui est relié ici et on va pouvoir enregistrer. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les pulsations par minute, c'est-à-dire le nombre de contractions par minute. Je vais installer le sphygmanomètre sur mon bras. J'allume la machine, voici ma dernière mesure. Le processus se lance, le brassard se gonfle, il va écraser ma peau et mes vaisseaux. Là, il y a un capteur qui maintenant va pouvoir enregistrer la pression exercée par le sang dans les vaisseaux et enregistrer le bruit fait par les contractions cardiaques. J'ai donc ici une pression de 114 mm de mercure en systole et 74 en diastole. Donc ça, ce sont 2 moments du cycle cardiaque, ça ne nous intéresse pas au cycle 4. Par contre, vous voyez que j'ai 64 pulsations par minute. Je suis assise au repos. J'ai maintenant installé le brassard sur le bras de ma fille de 12 ans. Et vous voyez donc que sa tension est légèrement inférieure à la mienne et qu'elle a une pulse et qu'elle a un rythme cardiaque également au repos de 68 pulsations par minute. Alors il faut savoir que plus vous êtes jeune, plus votre cœur bat vite. Donc on va faire maintenant la différence avec un effort physique. Je viens de faire 20 petites flexions. Je suis montée à 78 pulsations par minute. J'ai fait un petit effort. Si j'avais eu un vrai électrocardiogramme de médecin, j'aurais obtenu un tracé sur un papier où j'aurais pu avoir ici les contractions. Il est tout à fait possible d'enregistrer son rythme cardiaque et son rythme respiratoire, même si on n'est pas équipé. Il suffit de savoir mesurer son propre pouls et il suffit d'avoir quelqu'un qui pourra compter vos respirations. Donc il vous suffit de trouver un cobaye pour que vous soyez 2 pour faire cette expérience. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Avant l'effort, vous allez prendre votre pouls sur 30 secondes pour savoir combien il y a de battements de cœur en 30 secondes.
Pendant ce temps, vous demandez à la personne qui est en face de vous de compter le nombre de fois que vous inspirez en 30 secondes. Et vous notez donc les résultats sur 30 secondes et vous faites votre calcul pour 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. Donc il faudra multiplier ce résultat par 2. Également celui du rythme cardiaque par 2. Vous ferez 30 flexions. Tout de suite après les 30 flexions, vous faites vos mesures. Vous vous asseyez 1 minute. C'est ce qu'on appelle la récupération. Et vous faites vos mesures. Allez, vous faites pause, vous faites et on revient. Alors, concernant le nombre de battements que vous avez enregistré en 30 secondes, normalement environ 34, 32, 35, ça va dépendre de votre âge, de votre taille, de votre poids. Ramené à 1 minute, ça va faire 68. À la fin de l'effort, 77 battements cardiaques pour 30 secondes, ce qui nous donne 154 en 1 minute. Après 1 minute de repos, de récupération, 38 battements cardiaques, ce qui donne un rythme cardiaque de 76 battements par minute. Si on étudie ces résultats, qu'est-ce qu'on observe? Qu'avant l'effort, on a un rythme de 68 battements par minute. Pendant l'effort, ce rythme est plus que doublé. Et après l'effort, on a tendance à revenir vers la normale. Donc rédaction. On constate que le rythme cardiaque augmente pendant l'effort, puis revient à la normale à la récupération. On sait que le sang transporte O2 et les nutriments vers les muscles. On en déduit que le cœur bat plus vite pour accélérer l'approvisionnement en O2 et nutriments aux muscles. Passons maintenant à la respiration. Au niveau du rythme respiratoire, avant l'effort, votre partenaire a compté 11 respirations en 30 secondes, soit 22 en 1 minute. Juste à la fin de l'effort, vous êtes passé à 22 en 30 secondes, soit 44 en 1 minute. Et après 1 minute de récupération, vous êtes passé à 26 en 1 minute. Donc au niveau de la rédaction, on constate que le rythme respiratoire augmente pendant l'effort et revient à la normale pendant la récupération. On sait que les poumons prélèvent le dioxygène dans l'air pour le mettre dans le sang. On en déduit que les poumons respirent plus vite pour enrichir plus rapidement le sang en dioxygène. Alors pourquoi le cœur bat plus vite et pourquoi on respire plus vite? Ok, on en a déduit que si on respire plus vite, c'est pour mettre plus d'oxygène dans le sang. Que si le cœur bat plus vite, c'est pour transporter plus vite cet oxygène et plus vite les nutriments. Mais pourquoi? Mais rappelez-vous, on l'a vu dans les vidéos du monde vivant et des besoins des cellules. Les cellules, pour survivre, ont besoin d'énergie. Et elles vont tirer leur énergie du dioxygène et du glucose qui vont réagir ensemble. Ça va donc dégager de l'énergie, mais aussi un déchet, le dioxyde de carbone. Également, dans leur activité, elles vont dégager un autre déchet qu'on appelle l'urée. Donc, toutes les cellules de notre corps ont ces besoins. Ce qui veut dire que toutes les cellules de nos muscles ont également ces besoins. Voilà pourquoi, dans un muscle constitué à ses extrémités de tendons, à l'intérieur, nous avons les fibres musculaires, nous avons des vaisseaux sanguins qui circulent. Alors là, c'est un schéma. Vous n'avez pas un énorme vaisseau comme ça qui circule dans le muscle. En fait, vous en avez plein, des milliers, des tout petits. Mais schématiquement, on en dessine un gros. Donc, ce sang entre dans les vaisseaux, traverse le muscle, va se débarrasser du dioxygène et du glucose. Les cellules musculaires vont récupérer ces deux éléments pour en dégager de l'énergie qui va servir au fonctionnement et de l'énergie qui sera perdue sous forme de chaleur. Au passage, c'est pour ça que vous avez chaud et que vous transpirez, puisque pour évacuer la chaleur, votre corps se sert de l'eau et des sels minéraux. Il fait donc sortir les sels minéraux de votre peau, ça attire de l'eau qui va transporter la chaleur à évacuer. Donc les déchets, le dioxyde de carbone qui va être récupéré par le sang et envoyé vers les poumons pour être dégagé, et l'urée qui résulte de l'activité des contractions des cellules musculaires qui lui va être éliminé du sang par les reins. On peut reprendre ce schéma bilan qu'on a vu dans les vidéos sur les besoins des cellules dans le monde vivant. Vous avez ici un schéma qui vous récapitule les échanges avec le sang au sein de l'organisme. Donc la circulation sanguine, il n'y a volontairement pas de représentation cardiaque ici puisqu'on ne veut représenter que les échanges. Or le cœur est juste un moteur. Donc au niveau des poumons, récupération du O2, élimination du CO2. Le sang va donc emmener l'oxygène jusqu'aux cellules qui se trouvent dans tous les organes de notre corps. Les cellules vont récupérer également le glucose, se débarrasser du CO2 et de l'urée. À ce moment-là, le CO2 va repartir et être éliminé par les poumons et l'urée va être évacuée au niveau de l'appareil urinaire, c'est-à-dire les reins et la vessie. Donc on va avoir besoin également de glucose, ça va être l'appareil digestif qui s'en occupe, qui le récupère et c'est toujours le sang qui l'emmène aux cellules.
Donc si on récapitule bien, les cellules ont besoin d'oxygène, de glucose et rejettent un déchet, le CO2 et l'urée. Ce qui veut dire que pendant l'effort, nous allons respirer plus vite pour pouvoir alimenter plus rapidement les cellules en oxygène. C'est pour ça que notre cœur bat plus vite pour faire circuler le sang plus vite. Nous allons consommer nos réserves de glucose, ce qui veut dire qu'après l'effort, c'est normal que nous ayons faim, car nous avons consommé le glucose provenant du précédent repas. Pendant l'effort, nous allons évacuer le CO2, c'est un gaz, puisque la respiration s'accélère. Par contre, pendant l'effort, de l'urée est produite. Or, on ne fait pas pipi pendant l'effort, parce qu'on est occupé à faire l'effort. Par contre, après l'effort, on a envie d'aller aux toilettes pour éliminer justement cette urée. Donc, globalement, pendant l'effort, le cœur s'accélère, la respiration s'accélère. Après l'effort, on a soif parce qu'on a beaucoup transpiré, on a faim parce qu'on a consommé notre glucose, on a envie d'uriner parce qu'on a accumulé de l'urée et on a sommeil. Il va falloir éliminer toutes les toxines produites par nos muscles. Nous sommes fatigués et c'est en nous mettant au repos que nous allons pouvoir nettoyer notre corps.